Alors, bonjour, c'est Laurent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est le module 2. Et dans ces modules, nous allons parler de recrutement et gestion du personnel. Alors, des gens vont se poser certainement la question de savoir, oh, mais pourquoi est-ce qu'on va parler de recrutement, de gestion du personnel? Je n'ai qu'à travailler avec mon frère qui n'a pas de boulot et qui a déjà fait une fois la tomate quelque part là-bas. Il pourra bien m'aider à gérer le projet. Alors, là, je dis que c'est une très, 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 très grave erreur et c'est très risqué parce qu'une mauvaise gestion de votre personnel peut vous faire échouer et peut vous faire couler. Une mauvaise gestion de votre personnel peut vous faire échouer dans votre projet. C'est très, 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 très risqué. Donc, votre projet est basé principalement sur votre main-d'œuvre. Donc, si vous ne réussissez pas à avoir la bonne main-d'œuvre, les bonnes personnes avec qui travailler et qui vont vous faire un bon boulot, alors vous risquez lamentablement d'échouer. Alors, quand j'ai lancé ma seconde parcelle, j'ai eu à travailler avec un ingénieur agronome. Donc, vous voyez, vous allez vous dire, c'est quelqu'un de super cool. C'est vrai, il avait un bon caractère, il était très bien, il faisait beaucoup de sacrifices pour travailler, mais le problème, c'est que les ingénieurs agronomes, ils en ont trop dans la tête et ils en ont trop de théorie et ils ne peuvent pas vraiment vous aider à faire un bon boulot. Moi, je les ai essayés, j'en ai essayé deux et j'ai eu des résultats pas du tout intéressants. Alors, j'ai travaillé par la suite avec des villageois qui m'ont plombé parce que et ce sont des gars, quand ils vont au champ, sur les parcelles, tant que vous n'êtes pas là, ils vont pas travailler en fait. Ils vont vous raconter plein d'histoires pour ne pas bosser. Comprenez une chose, lorsque vous démarrez une activité, les gens que vous avez recrutés et avec qui vous travaillez ne veulent pas travailler. Ils n'aiment pas travailler. Il n'y a personne qui aime travailler. Même vous, vous n'aimez pas travailler. C'est pourquoi les entreprises, quand ils recrutent leur personnel, ils vont mettre en place des systèmes pour s'assurer que les gars qu'ils recrutent seront au boulot à une certaine heure, partiront à une certaine heure et vont faire un travail donné comme ils ont indiqué, ainsi de suite. C'est très important. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ça, personne ne va travailler et aucun résultat ne sera trouvé. Quand j'ai commencé au départ, j'avais des difficultés et je me suis dit, mais est-ce qu'un jour je vais finir par trouver un bon personnel qui va travailler pour moi? Mais je suis arrivé à une conclusion, il y a pas de bon employé, il n'y a pas de bon personnel. La conclusion que j'ai trouvée, c'est que vous devez juste avoir des bons systèmes pour gérer votre personnel. Parce que si vous avez un bon système, un mauvais travailleur va être obligé de travailler pour vous produire votre rendement. C'est la compréhension que j'ai eue. Donc, ceux qui cherchent de bons travailleurs, vous pourrez en trouver peut-être, mais c'est très rare et ça ne risque pas forcément d'arriver. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bons travailleurs que vous ne devez pas réussir votre projet. Donc, si vous avez quand même des mauvais travailleurs, vous devez mettre en place des systèmes qui vont obliger ces mauvais travailleurs à faire le travail que vous voulez pour atteindre les résultats que vous voulez. Donc, c'est dans cette logique-là que nous allons parcourir ce module. Donc, voyons maintenant les bases et les bons profils à recruter et les aptitudes à rechercher. Donc, en termes de base, la première base que je peux vous inculquer au cours de cette vidéo, c'est vous êtes le premier employé de votre entreprise. Donc, ça veut dire que vous êtes certes le patron, mais vous n'êtes pas un patron à avoir les mains dans les poches. Non, je suis désolé, vous êtes un patron travailleur, un patron qui se salit les mains, un patron qui met la main à la pâte. Donc, c'est cette attitude que vous devez avoir dans un premier temps. Parce que si vous ne le faites pas, alors vos employés vont également vous copier. Donc, c'est très important que vous puissiez avoir cette mentalité de patron à tout faire, patron à salir les mains. Donc, vous êtes le premier employé de votre structure. La deuxième chose, c'est que vous devez être présent pour suivre les tâches stratégiques. Donc, qu'est-ce que j'appelle tâches stratégiques? Les tâches stratégiques, c'est la mise en place de la pépinière. Parce que si vous avez de mauvaises pépinières, votre plantation va échouer. Les tâches stratégiques, c'est le traitement des plantes, c'est-à-dire traitement insecticide, traitement fongicide, c'est-à-dire traitement contre les maladies, et le traitement des engrais, c'est-à-dire l'apport d'engrais engrais chimiques comme engrais foliaires, c'est-à-dire les engrais bio,
ces traitements-là, le suivi de ces traitements sont très, très, très importants. Voilà. Donc, vous devez suivre tout ça et vous devez suivre la récolte, bien sûr, sinon une partie de votre récolte va disparaître. Donc, il y a ce que j'appelle les tâches stratégiques. Donc, comment recruter ou trouver les meilleurs profils? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je cherche des gens pour travailler, mais je n'en trouve pas. Mais moi, j'en ai des tonnes qui cherchent du boulot également. Mais vous ne les cherchez pas. Donc, la troisième chose que vous devez faire quand vous décidez de lancer votre business, c'est de poster des offres d'emploi pour recruter les meilleurs et ne faire point de favoritisme. À ne point faire de favoritisme. Donc, poster des offres d'emploi, c'est très important. Poster des offres d'emploi sur Facebook, vous pouvez poster des offres d'emploi sur Educarrière, sur peu importe, vous avez un registre de commerce, donc des sites de recherche d'emploi, vous postez des offres d'emploi et en bonne et due forme. Alors, vous allez me dire quel modèle. Vous allez sur Facebook ou bien vous allez sur Educarrière, vous tapez, vous partez dans la rubrique emploi, vous copiez un modèle d'offre et puis vous le modifiez à votre manière et vous mettez votre mail là-dedans et tout ça et vous postez pour avoir des CV. Les gens vont vous écrire, ils vont vous envoyer des CV, vous analysez les CV, vous triez, puis vous choisissez les meilleurs profils et vous les appelez pour entretien d'embauche. Voilà. Donc, alors, qui est-ce que vous devez rechercher? Parce que vous devez rechercher un certain profil. Donc, vous devez chercher des BT et des BTS en agronomie. Les gens qui ont fait BT ou BTS en agronomie. Ce sont de très grands travailleurs qui, en général, ont quand même une petite base dans le domaine du. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas écrire les processus de déploiement de votre business vous-même et le processus de suivi des cultures vous-même. C'est la raison pour laquelle je vous donne cette formation pour que vous puissiez le faire et ne pas compter sur eux parce que les expériences qu'ils prétendent avoir parfois ne sont pas tellement avérées. Donc, ils peuvent être de bons travailleurs, mais qui ne savent pas forcément le nécessaire qui va faire exploser votre activité. Donc, vous devez rechercher des profils BT et BTS. Alors, pourquoi ces profils et pourquoi pas des ingénieurs? Je vous ai expliqué tout à l'heure que les ingénieurs, ils en savent beaucoup trop. En plus, ils sont chers. Et en plus, non seulement ils en savent beaucoup trop, mais ce qu'ils savent qui est trop, en fait, c'est beaucoup de théorie. Voilà. Et je crois que dans un démarrage, vous n'avez pas besoin de travailler avec ingénieur. Travailler avec des BT ou BTS en agronomie. Et dans la mesure du possible, éviter de travailler avec des villageois. Je travaille avec quelques villageois, mais pas trop de villageois. Je travaille peut-être avec un seul. Et celui avec qui je travaille, je le contrôle sur tout. Je le contrôle sur tout. Et je lui dis exactement tout ce qu'il doit faire. Et je vérifie qu'il fait tout ce que je lui dis de faire. Voilà. Par contre, les BT et les BTS, vous pouvez vous permettre de leur donner des tâches sur 2, 3 jours et puis ensuite vérifier. Et vous allez voir qu'ils vont les accomplir. Parce que c'est des gens qui ont une vision. La plupart du temps, s'ils ont adhéré à la vision de votre structure, ils vont travailler pour pouvoir rester dans votre structure et puis avoir un emploi stable. Donc, c'est super important. Donc, dans un départ, vous pouvez leur proposer un stage avec une bonne rémunération qui peut aller jusqu'à entre 50 et 75 000 francs pour leur permettre de pouvoir assurer leur nourriture. La plupart du temps, moi, je n'interfère pas dans tout ce qui est leur nourriture et tous ces trucs-là. Tout ce que je les aide à faire, c'est louer une maison. Ensuite, ils se chargent de payer le loyer. Et ce que je leur donne comme pécule, en fait, leur permet de pouvoir assurer leur quotidien. Et moi, je n'ai pas à entrer là-dedans parce que c'est trop compliqué si je dois chaque fois chercher à savoir ce que je dois leur donner chaque jour pour qu'ils puissent manger. Donc, la rémunération que je définis entre 50 et 75 pour les stagiaires en général, c'est pour qu'ils puissent eux-mêmes se prendre en charge. Et à la fin du projet, quand on a fait de très bons résultats, il y a des primes spéciales que je leur donne pour les encourager. Et puis, pour leur permettre également de gagner quelque chose de conséquent. Voilà. Donc, ils peuvent facilement suivre les instructions et peuvent facilement adhérer à votre vision. Donc, au début, évitez de recruter des ingénieurs agronomes. Ils vont vous coûter très cher et non que de bonnes théories, la plupart. Je n'ai pas dit tous, mais la plupart. Voilà. Dans la mesure du possible, évitez de recruter des travailleurs villageois sans instruction. Si vous le faites tout de même, vous devez les surveiller à chaque tâche. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si vous décidez de travailler avec des travailleurs villageois sans instruction, vous devez les surveiller à chaque tâche. Parce que si vous ne les surveillez pas, ils ne travailleront pas la plupart. Et s'ils travaillent, ils feront la mauvaise chose. Voilà. Ce n'est pas pour les dénigrer,
mais j'ai eu de trop mauvaises expériences avec eux et j'ai pas envie que ça se reproduise. Alors, cette, ne travaillez surtout pas avec les cousins, les cousins, les cousines et autres. Pourquoi? Parce que ça, j'ai pas noté ça là-dedans, mais bon, comme on en a tellement parlé déjà en amont, je pense que vous avez déjà compris la leçon. C'est de travailler en priorité avec des hommes à cause de certaines tâches qui peuvent être très physiques. Voilà. Donc, il y a des gens, je crois qu'il y a des femmes peut-être qui vont entendre ça et qui vont dire, oh, discrimination, je suis désolé. Mais là, on est en train de parler de rendement, on est en train de parler de résultats. Donc, si sur un terrain, on a besoin de physique parce que pour pouvoir porter un pulvérisateur de 20 litres, c'est énorme. Il faut un homme pour porter ça. Les femmes, en général, ça va les épuiser. Donc, il faut être un peu... Voilà. Donc, pour votre personne, parce que comprenez une chose, quand vous décidez de travailler, lancer votre business agricole, vous avez deux types de personnel. Vous avez un personnel permanent et puis un personnel journalier. Alors, les personnels permanents, vous avez besoin de à peine deux personnes pour un hectare et pas une personne, deux personnes. Et ces deux personnes doivent être des garçons, des hommes. Ils vont se charger de faire les traitements journaliers sur tout ce que, sur la parcelle en fait. Maintenant, il y a le personnel journalier qui viendra de façon saisonnier pour pouvoir effectuer certaines tâches ponctuelles de grande envergure. Et eux, quand ils viennent en grand nombre pour le faire en une, deux journées, ils finissent une tâche de grande envergure. Donc, je vais vous expliquer plus tard les différentes tâches en fait que les journaliers font et les tâches que le personnel permanent vont exécuter. Alors, une fois que vous avez fait votre entretien, bon, il y a des gens qui vont se poser la question, ben moi, j'ai pas encore de locaux, où est-ce que je vais, comment on va dire, recruter mon personnel, où est-ce que je vais faire l'entretien? Vous n'avez pas besoin de locaux pour faire un entretien. Vous pouvez aller dans un mall, Abidjan Mall ou Cap Sud, je sais pas quoi, vous prenez un café et puis vous recevez vos candidats là, des candidats que vous avez présélectionnés, vous les recevez là et vous leur posez vos questions pour savoir s'ils peuvent adhérer à votre vision et surtout s'ils peuvent se salir les mains. Parce que la plupart des gens qui ne sont pas prêts à se salir les mains, ils pensent qu'il va avoir un boulot de bureau et tout ça, et vous devez chercher à avoir ça avant de recruter. Sinon, vous risquez d'avoir de très mauvaises surprises. Donc, la gestion administrative de personnel, c'est très important. Vous devez définir un organigramme parce que quand on sait qui occupe quel poste, à qui est-ce qu'on répond, ça évite plein d'amalgames. Quand j'avais ma première parcelle de hors-sol que j'ai démarré en mai, je veux dire en mars, qui est fini en mai, tout ça, mai-juin. Alors, j'ai eu un problème particulier parce que j'avais pas défini des responsabilités claires. Qui était responsable de qui, en fait. J'avais signé les tâches qui devaient tous faire ensemble, mais j'étais le patron et j'ai pas défini les hiérarchies sur le terrain et j'ai eu à faire une mission hors du pays. Et à mon retour, il y avait des palabres inutiles qui avaient causé la perte d'une petite partie du projet. Pourquoi? Parce que la période de repiquage était arrivée et il y en a un qui a repiqué pendant que les autres n'étaient pas là et les autres sont venus, ils ont trouvé non que écoute, il devait pas repiquer à cette période-là, il devait attendre un peu. Donc ils ont déraciné tout ce qui a été repiqué, ils les ont jetés. Et ça a créé des tensions énormes et euh, vous pouvez imaginer ce que ça va faire. Ça a fait perdre une grande partie de mon business, quoi. Je dis cette plantation en fait. Donc vous êtes le PDG ou alors le DG. Donc votre structure peut avoir cette organisation simple. Responsable RH, responsable de plantation, responsable commercial, comptable. Alors, vous êtes le DG. Donc dans un début, vous êtes le DG et vous êtes aussi le responsable RH. Donc vous allez occuper le poste de responsable RH en tant que DG et vous allez en même temps occuper le poste de responsable commercial. Sinon, si vous ne recrutez pas de responsable commercial, si vous avez une très grande exploitation, vous pouvez recruter un responsable commercial qui va vous aider à vendre facilement, qui va coordonner les activités, les tâches avec vos différents commerciaux pour pouvoir vendre facilement.
vous devez avoir un comptable, mais pour ça, vous n'avez pas besoin de recruter un comptable dans un début. Vous n'avez qu'à, comment dirais-je, travailler avec un comptable en freelance qui vient juste une fois en passant pour organiser vos travails, vos états financiers et tous ces trucs-là. Travailler là-dessus pour vous de façon ponctuelle et puis vous lui payez juste quelque chose et puis basta, il s'en va. Donc, vous devez avoir un responsable de plantation. Donc, parmi les techniciens, celui qui est le plus habilité pour être responsable de plantation. Donc, ensuite, vous avez les techniciens agricoles qui sont gérés par le responsable de plantation. Et vous avez le responsable commercial qui a sous lui des commerciaux. Donc, pour les commerciaux, évitez de un départ de les recruter. Donc, si vous voulez les recruter, ne les recrutez pas très vite pour éviter d'être en train de payer des gens qui ne font rien. Et puis après, vous pouvez voir si les commerciaux, vous pouvez leur donner juste un petit pécule. Et puis bon, vous allez compenser le manque à gagner avec des commissions sur les ventes. Ça va les booster, ça va les obliger à vendre forcément avant de pouvoir gagner quelque chose. Donc voici un peu pour l'organigramme. Donc en termes de gestion administrative de votre personnel, alors, la seconde chose, parce que là, l'organigramme, c'était la première. La seconde chose que vous devez toucher, qui est super important, c'est que vous devez définir des fiches de poste. Donc, c'est quoi des fiches de poste? Les fiches de poste, c'est des fiches sur lesquelles vous allez indiquer les tâches spécifiques de chaque employé et les tâches qu'ils doivent exécuter. Alors, prenez le soin de préciser sur la fiche de poste que les tâches que vous avez marquées, en fait, ne sont pas les seules tâches auxquelles vous pouvez vous permettre de les affecter. Mais c'est important qu'ils aient des fiches de poste pour avoir une idée assez claire de ce que vous attendez d'eux et des responsabilités qui leur incombent et des tâches qui sont censées exécuter également. C'est super important. Alors, la troisième chose importante, c'est que vous devez prendre le soin de rédiger des contrats de stage, de CDD ou de CDI en fonction du type de contrat avec lequel vous voulez commencer avec vos employés, avec lesquels vous vous entendez avec eux. Donc, rédiger des contrats que vous allez signer et que eux également vont signer, c'est très important parce que si vous n'avez pas de contrat, c'est dangereux parce que demain, ils peuvent se lever et dire toutes sortes de choses et ce sera leur parole contre la vôtre. Ça m'est déjà arrivé. J'avais défini le salaire d'un de mes ouvriers, j'avais déjà fait son contrat, mais je me suis dit, oh, c'est juste une question de plantation, je n'ai pas besoin de faire partir ce contrat pour qu'il signe. Mais ça m'a causé plein de soucis. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, 6 mois après, le gars m'a sorti qu'en fait, je lui devais des arriérés de salaire, que le salaire que je lui payais, en fait, c'était pas l'intégralité de ce qu'on avait discuté. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que c'est possible? Moi, je t'ai dit que je te paye 40 000, tu as accepté, je t'ai payé 40 000 chaque mois. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu me dis que, en fait, c'est 80 000, donc je te dois 40 000 de salaire? Alors, c'était sa parole contre la mienne. Il a menacé mes employés de ne plus aller sur le chantier, sinon il allait les m'acheter, enfin plein de choses. Et ça a été un problème corsé que j'ai eu à résoudre difficilement et qui m'a fait perdre l'argent et qui m'a fait perdre une partie de mes plantations également parce que comme les employés avaient peur qu'ils partaient pas sur le chantier, il y a des travaux qu'on n'a pas pu faire et qui n'ont pas réussi. Voilà, donc prenez le soin de rédiger le contrat, faites-les signer par vos employés, un tampon, vous marquez et voilà, c'est fini. Demain, ce genre de problèmes ne peuvent pas vous arriver. Alors, la quatrième chose, c'est que vous devez travailler plus à l'écrit qu'à l'oral. Donc, à la mesure du possible, chaque fois que vous devez faire quelque chose, commencer quelque chose, écrivez-le et donnez-le à vos employés. Écrivez-le. Et quand ils le font, ils doivent écrire également pour vous transmettre. C'est très important parce que ça vous permet d'avoir des traces de tout. Des traces de tout. Quand vous achetez du matériel, prenez les reçus, gardez-les. Quand vous payez quelqu'un, faites-lui un reçu et qu'il signe pour prouver que vous avez payé et qu'il a effectivement reçu. Demain, ça va éviter que quelqu'un vienne vous emmerder et dire que vous ne l'avez pas payé. Enfin, plein de choses. La cinquième chose, c'est que vous devez définir les rémunérations claires et éviter de communiquer sur les salaires pour éviter la jalousie. Donc, dans un débat, quand vous recrutez votre personnel, vous devez discuter. Vous devez leur demander clairement c'est quoi leur prétention salariale pour voir plus ou moins là où est-ce que ce qu'ils s'attendent de votre part en fait. Donc, c'est très important que vous puissiez leur demander cela.
Ensuite, c'est pas forcé que ce qu'ils demandent, vous leur accordez. Par exemple, vous faites un entretien avec un BT ou un BTS, on va vous dire en général qu'il veut lui toucher autour de 150 à 200 000 francs. Mais vous, dans un départ, vous n'avez pas forcément les moyens de lui payer un tel montant. Donc, vous avez dit, écoute, je vous prends en stage pendant 4 à 6 mois. Et si c'est concluant, je vous mets en CDD et là, peut-être vous pourrez toucher ce montant-là. Mais en attendant, je vais vous proposer peut-être une rémunération de entre 50 et 75 et vous précisez clairement le montant que vous pouvez assumer en fait. Et il faut que ce soit noté dans le contrat. Donc c'est super important. Mais ensuite, si vous avez plusieurs employés avec qui vous travaillez, évitez de communiquer sur les salaires. Donc j'ai précisé que pour un hectare, je pense que deux personnes, ça suffit pour gérer un hectare. Si vous avez une bonne main-d'œuvre journalière disponible pour faire les gros travaux. Alors, la sixième chose super importante dans la gestion administrative, c'est que vous devez payer les salaires comme prévu et prévoir des fiches de paie. Donc, chaque fois que vous payez, vous devez donner des reçus à chaque sortie d'argent à vos employés pour que vous puissiez avoir des preuves de ce que vous faites. C'est très important. Vous devez avoir une traçabilité de toutes les opérations, avoir des fiches de pointage, des fiches de rapport, de tâches de journalier. C'est-à-dire que quand ils viennent au travail le matin, ils doivent pointer à l'heure à laquelle ils sont arrivés, pointer l'heure à laquelle ils ont pris leur pause, pointer l'heure à laquelle ils sont descendus. Et attention, les horaires dans le monde agricole sont différents des horaires dans le monde, dans d'autres domaines. Parce qu'il y a des tâches qui doivent être exécutées entre 6 heures du matin et 9 heures, et des tâches qui doivent se faire entre 15 heures et 18 heures ou 19 heures. Donc, essayez de ménager cela par rapport à votre gestion temporelle. Voilà. Et puis, chaque jour, vous devez élaborer une fiche de tâches journalières qu'ils doivent remplir pour dire ce qu'ils ont exécuté comme tâche, en fait, ou bien ce que vous aviez prévu qu'ils exécutent comme tâche, ce qu'ils ont fait, leurs observations, et puis ce qu'ils n'ont pas pu faire, qui devra être reprogrammé, et la raison pour laquelle ils n'ont pas pu le faire. Et chaque fois que, donc, en neuvième position, vous devez mettre en place des fiches de demande de permission avec inscrit là-dessus les motifs. Donc, quand un employé décide de s'absenter, il ne peut pas se permettre de s'absenter sans avoir demandé au préalable l'autorisation. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est important de faire, c'est de communiquer sur vos règles, les règles de fonctionnement. Vous devez avoir un règlement intérieur que vous devez communiquer à votre personnel. Parce que s'il n'y a pas de règles, ils ne vont pas pouvoir le respecter et, comment dirais-je, le respecter et ils vont vous dire on ne savait pas. Et vous ne pouvez pas punir quelqu'un pour ce qu'il ne sait pas. Voilà. Donc, mettez en place un règlement intérieur que vous allez leur communiquer. Et puis, vous devez avoir les fiches de poste, les demandes de permission avec les motifs. Voilà. Donc, en dehors de la gestion administrative de votre personnel, vous avez aussi la gestion émotionnelle de votre personnel. Parce que votre personnel n'est pas, comprenez que ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes qui ont des émotions que vous devez apprendre à gérer. Donc, vous devez les réprimander quand il faut en fonction de la circonstance. Voilà, réprimander en public si la faute est grave et publique pour éviter que les autres fassent la même chose. Donc, autant que possible, si la faute est grave et publique, réprimander en public de préférence. Alors, si la faute n'est pas si grave et si elle n'est pas publique, dans la mesure du possible, réprimandez en privé pour éviter de choquer votre employé et qu'il soit démotivé. Parce que quand vous réprimandez quelqu'un pour une faute qu'il a commise et qui n'est pas si grave, mais qui est quand même une faute, et que si vous ne le faites pas en privé, en général, vous allez voir que votre employé va être démotivé. Pourquoi? Parce qu'il va perdre la face devant ses collègues. Mais si vous êtes dans une réunion, par exemple, et puis il y a quelqu'un qui vous interrompt et qui vous raconte n'importe quoi, dans ce genre de cas-là, vous devez le réprimander en public. Par contre, si c'est peut-être un mauvais travail qu'il a effectué, vous devez lui dire attention, on ne fait pas comme ça, on fait comme ça. Et la prochaine fois, vous faites ici, voilà, voilà, voilà. Et ainsi de suite. Il va le prendre et puis il ne va plus jamais refaire la même chose. Par contre, vous devez féliciter en public. Même quand c'est en privé que quelqu'un a fait quelque chose de bien, félicitez-le en public. Quand votre employé en question a un comportement exemplaire.
ça va le booster, ça va faire qu'il va vouloir faire encore de bonnes choses. C'est super important. Donc, féliciter et encourager les meilleurs en public. Ça injecte en eux comme une force de motivation exceptionnelle qui va le pousser à travailler. Donc, de façon prioritaire et de préférence, réglementer, comme je le disais tantôt, en privé. Et en sixième position, évitez de laisser vos employés vous manquer de respect. Voilà, donc quand ils vous manquent de respect, arrêtez-les immédiatement et remettez-leur à la place qu'il faut qu'ils comprennent que vous êtes le patron. Mais essayez d'éviter d'être un gourou ou alors un patron méchant qui ne veut rien entendre de ses employés et tout ça. Voilà. Donc, nous allons passer à la phase suivante qui parle de la stratégie pour faire exploser le potentiel de votre personnel. Parce que quand votre personnel travaille, ils ont, ils ont deux états. Ils ont un état normal de travail et ils ont un état où ils travaillent de façon exceptionnelle. Donc, si vous voulez que vos employés travaillent de façon exceptionnelle pour produire des résultats exceptionnels, alors, vous devez suivre ces 9 points que je viens de partager ici. Le premier point, vous devez rester en contact avec vos employés. C'est très, très, très important de rester en contact avec vos employés, c'est-à-dire que vous devez, dans la mesure du possible, être informé de ce qu'ils vivent, les connaître et avoir des détails, certains détails au sujet de leur vie et tout ça. Donc, c'est super important de rester en contact avec eux, de pouvoir les appeler. Évitez qu'il y ait trop d'intermédiaires entre vous et vos employés. Parfois, vous allez remarquer qu'il y a peut-être le responsable de plantation ou bien celui que vous avez nommé responsable va menacer les autres et va pas vouloir qu'ils rentrent en contact avec vous. Et il va vous dire non, ne vous rabaissez pas à ce niveau, moi je les gère. Dès que vous découvrez quelqu'un qui commence à dire de telles choses, ça veut dire qu'il a des malversations qu'il fait. Soit il vole de l'argent, soit il vole le matériel, soit il maltraite les autres employés. Donc, évitez d'avoir ce genre de relation-là. Cassez ça immédiatement dès que un responsable de plantation veut se permettre quoi que ce soit de la sorte. Dis non, patron, ne cherche pas à rentrer forcément en contact avec eux, moi je les gère, ainsi de suite. Non, évitez ça. Évitez ça. Ils vont vous dire non, il ne faut pas vous rabaisser à ce niveau. Non, non, non. Cherchez à rentrer en contact avec eux, discuter avec eux, même sur les sujets les plus bas. Alors, la deuxième chose, faites-leur faire des formations pour accroître leur capacité s'il faut. Par exemple, vous recrutez deux personnes pour travailler sur votre hectare de tomates et vous ne savez pas, ils n'ont pas, peut-être qu'ils ont déjà une idée assez vague de la chose et vous voulez qu'ils maîtrisent bien pour qu'ils puissent avoir un meilleur rendement. Vous pouvez leur faire une formation et nous, on peut leur donner cette formation pratique sur notre terrain et ils pourront par la suite aller travailler pour vous et fournir de très, très bons résultats. Alors, la troisième chose, c'est que vous devez mettre en place un système de suivi de vos employés pour évaluer leur performance au travail. Donc, ça veut dire que vous devez avoir un système de suivi. De quoi je parle là? Dans ce cas-là, vous devez pouvoir, comment dirais-je, ce que je dis en général, c'est de scinder les parcelles. Quand il y a des travaux à faire, vous dites telle personne, voici la parcelle, la partie où tu travailles, telle autre, voici la partie où tu travailles, ainsi de suite. Alors, vous allez voir comment est-ce qu'ils travaillent et vous allez voir qui travaille et qui ne travaille pas. Mais si vous les faites travailler en groupe, vous allez vous rendre compte que il y en a il y en a certains qui vont se cacher derrière les autres et qui vont pas travailler en fait. Voilà. Donc, mettez en place des systèmes de suivi pour pouvoir évaluer leur performance au travail. Dans la mesure du possible, ayez des informations précises sur leur famille. Cherchez à savoir comment est-ce que leur femme s'appelle, leurs enfants, est-ce qu'ils vont à l'école, et ainsi de suite. Et si vous pouvez donner un petit coup de main, n'hésitez pas à le faire, mais n'exagérez pas. N'allez pas tout faire pour eux. Non. Mais juste un petit coup de main, vous allez voir que ça va fortement les encourager. Dire, ah, notre patron là, il nous aide vraiment. Et dans la mesure du possible, si vous pouvez les inscrire pour avoir une assurance maladie, juste pour 15 000 francs le mois, leur permettre d'avoir une assurance maladie, waouh, ce sera un booster extraordinaire également. Parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent, qui n'ont pas d'assurance maladie et quand ils tombent malades, c'est vraiment compliqué pour eux de se soigner. Juste pour une souscription allant de 12 à 15 000 francs le mois que vous payez, vous pouvez les couvrir
avec une assurance maladie. Et ainsi, leur faire voir que vous tenez beaucoup à eux, en fait. Parce que c'est important qu'ils sachent que vous tenez à eux. Faites-leur faire des, voilà, faites-leur de petits cadeaux, d'accord? Là, je crois que j'ai un leur qui est de trop, donc, et faire plutôt. Donc, faites-leur de petits cadeaux de façon occasionnelle ou à des occasions spéciales. N'en faites pas une habitude. Je vous explique une chose. N'en faites pas une habitude. Pourquoi? Parce que si vous en faites une habitude de leur faire juste des petits cadeaux, pas forcément des choses qui coûtent cher, rien qui coûte cher, juste des petits trucs. Vous allez voir que ça va les booster, ça va montrer que un intérêt particulier que vous portez pour eux, leur montrer l'intérêt particulier que vous portez pour eux, mais n'en faites pas une habitude. Parce que si vous en faites une habitude, le jour où vous ne le faites pas, ils vont se plaindre et dire que vous n'avez pas, vous avez manqué à l'une de vos obligations, alors que ce n'est pas une obligation pour vous. Alors, qu'est-ce qu'un petit cadeau peut faire? Je vous raconte une anecdote. Il y a un ami à moi qui était chef de chantier et en fait, qui avait une habitude. Bon, pas vraiment une habitude, mais de temps à autre, une fois en passant, quand il allait au boulot, il achetait des galettes et il arrivait au boulot. Quand il arrivait, il disait à ses subalternes, les ouvriers qui travaillaient sous sa responsabilité, aujourd'hui, c'est moi qui offre le petit déj. Donc, c'était peut-être l'acheter, dépenser 500 francs pour acheter les galettes pour tout le monde. Et ils étaient super contents. Chacun pouvait prendre une ou deux galettes et ils en mangeaient. Et ils étaient super contents. Waouh, le boss nous a nourris aujourd'hui. Mais juste une ou deux galettes par personne. C'était pas grand-chose, en fait. Vous voyez, juste 500 francs de dépenser. Alors, mais en fait, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'à cause de ce petit geste, ils se sont attachés à lui de façon extraordinaire. Et le gars gérait un chantier et le chantier était très en retard et ils avaient à peine 3 jours pour finir. Et s'ils travaillaient même jour et nuit pendant les 3 jours, normalement, ils ne pouvaient pas atteindre l'objectif. Et en plus de ça, l'employeur ne traitait pas bien les salariés, donc il n'était pas prêt du tout à faire un quelconque sacrifice pour l'employeur. Et même s'il faisait ce sacrifice, il n'allait pas pouvoir réussir à combler le temps pour pouvoir finir le travail à temps. Et il était clair que si le travail ne finissait pas à temps, l'entreprise dans laquelle mon ami travaillait allait devoir payer des pénalités et c'est mon ami qui allait prendre les pots cassés pour n'avoir pas suivi correctement le chantier, alors qu'il avait fait le maximum qu'il pouvait. Et quand les ouvriers se sont rendus compte de ça et que lui, il risquait d'avoir des soucis, en fait, il ne leur a rien demandé, mais les gars ont travaillé d'acharné, ont veillé pour finir le chantier qui n'aurait pas pu finir en 3 jours, en 2 jours. Ils ont atteint l'objectif, ils ont dépassé l'objectif et ils ont réussi à boucler le chantier en 2 jours. Mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? La plupart des personnes, en fait, qui travaillaient sur ce chantier étaient comment on va dire, des personnes âgées, qui étaient plus âgées et certains même peut-être qui pouvaient mettre au monde mon ami en question. Mais en fait, à cause de l'attitude qu'il a eue avec eux, ils ont tissé de forts liens avec lui et ils se sont dit, il faut qu'ils se battent pour lui, vous voyez. Donc c'est ce qui arrive lorsque, quand je parle d'exploser potentiel, là, normalement, vous dites, dans vos horaires, vous dites, ah, on finit à 18h. Mais parfois, vous allez voir que vous aurez besoin de travailler jusqu'à 19h, 20h. Ça nous est souvent arrivé de travailler jusqu'à 20h30. Mais vous voyez, ils vont rester avec vous, bosser parce que vous, vous les gérez d'une certaine façon. Vous voyez, c'est super important. Donc, une fois en passant, quand je vais sur mon chantier, j'achète un petit cadeau, juste un petit pain, puis je vais me donner, ah, le boss nous a fait un petit cadeau, un petit gâteau. C'est génial, vous voyez? Voilà, c'est super important. Donc, 6, mettez en place un système de bonus lié à leur performance et des objectifs clairs que vous définissez. En général, quand ils savent qu'ils ont un bonus, quand ils dépassent leur performance, vous allez voir qu'ils vont travailler pour atteindre ce bonus. Même si ce bonus c'est 5 000 francs ou si ce bonus c'est 2 000 francs par mois, ils vont travailler pour avoir ce bonus de 2 000 francs par mois. C'est super important. Donc, je vous assure, si vous faites ça, vous allez voir que les gars, ils vont exploser votre objectif. Vous leur dites, écoutez, chaque plante doit avoir tel rendement et si on atteint tel rendement par plante, je vous baisse peut-être 2 000 francs ou bien, je ne sais pas, peu importe le montant que vous calculez. Euh, ou bien vous pouvez sectionner et puis dire, ah, voici les différentes tâches que nous devons accomplir. Si nous avons à les faire dans le temps, alors vous avez de tels bonus chaque mois. Et vous allez voir que même si le bonus fait 2 500, 3 000 francs
ils seront prêts à travailler dur juste pour avoir ce petit bonus. Je sais de quoi je parle. Alors, 7, fixer des objectifs annuels, mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Donc, vous devez fixer un objectif en termes de volume de production annuel que vous devez réaliser. Vous devez le répartir sur les mois et ensuite par semaine et de façon quotidienne. Donc, ces objectifs-là, vous allez les ramener quotidiennement. Ça va vous donner droit à faire un certain nombre de tâches pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez voir que vos employés auront du mal à pouvoir travailler dur et puis chercher à les atteindre. Parce que s'il n'y a pas d'objectif, on ne travaille pas pour atteindre des objectifs qui n'existent pas. Donc, c'est très important d'avoir des objectifs. Imaginez-vous un terrain de footballeurs qui jouent au foot et qui n'ont pas d'objectif. Alors, vous allez vous rendre compte qu'ils vont très vite s'ennuyer. S'il n'y a pas de poteau, ils jouent au foot, il n'y a pas de poteau, ils vont très très vite s'ennuyer. Donc, évitez de les laisser travailler sans objectif. Alors, en huitième position, votre équipe sera plus efficace si vous avez des objectifs. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. En 9, les objectifs doivent être visibles, mesurables et atteignables. Donc, un objectif a 3 caractéristiques. Il doit être atteignable d'abord, il doit être mesurable et il doit être visible. Alors, quand je dis atteignable, je dis que c'est un objectif qui ne doit pas être rêveur, c'est un objectif que vous devrez pouvoir atteindre, que vos employés doivent être capables de pouvoir atteindre. Voilà. Sinon, ça ne sert à rien. La deuxième chose, il faut que l'objectif soit mesurable. C'est-à-dire que vous devez pouvoir mesurer l'objectif et savoir si oui ou non vous l'avez atteint ou pas. Et il doit être visible, ça veut dire que vous pouvez mettre un tableau au niveau de votre site, votre plantation, où vous marquez les objectifs que vos employés viendront voir. Et chaque fois, en fonction de est-ce qu'ils ont atteint l'objectif ou pas, vous marquez et ils pourront voir si oui ou non ils ont atteint. Et ça va les pousser à faire mieux plus tard. Voilà. Donc, en dixième position, comme on appelle, vous avez les objectifs doivent être établis en fonction des facteurs critiques de réussite de votre projet. Donc, au niveau de chaque facteur critique de réussite de votre projet, vous devez positionner des objectifs. Par exemple, l'arrosage. Il faut que vous positionnez des objectifs. Quel objectif, par exemple, est-ce que vous pouvez positionner pour l'arrosage? Par exemple, vous devez dire que chaque jour, quand vous arrivez sur la parcelle, il faut que le terrain soit mouillé correctement et que quand vous touchez le sol, vous sentiez que c'est bien mouillé et que les plantes ont reçu la quantité d'eau qu'il fallait. Donc, c'est un objectif atteignable, c'est un objectif mesurable parce que quand vous arrivez, c'est visuellement que vous pouvez mesurer et puis sur aussi la qualité des produits que vous allez produire par la fin et ainsi de suite. Donc, au niveau de chaque tâche critique, vous devez pouvoir avoir des objectifs à atteindre. Par exemple, le traitement phytosanitaire, il y a des produits qui sont de couleur. Donc, quand vous pompez sur les plantes, vous pouvez voir les taches de ces couleurs des produits en fait sur les feuilles. Donc, vous pouvez savoir si oui ou non est-ce que ça a été traité ou pas. Mais ces tâches-là, j'ai insisté pour que vous soyez présent vous-même ou bien votre homme de confiance pour pouvoir s'assurer que chaque plante est traitée de façon individuelle parce que c'est le rendement de chaque plante qui va vous permettre d'atteindre 10 tonnes. Parce que si chaque plante n'atteint pas son rendement, alors vous ne pouvez pas atteindre le rendement global que vous avez fixé. Voilà. Donc, 11, vous devez scinder la parcelle en petites superficies qui seront sous la responsabilité de chacun des techniciens. Donc, quand ils savent qu'ils ont des responsabilités, ils vont travailler beaucoup plus. Et cela vous permettra de détecter rapidement vos employés qui ne travaillent pas. Voilà. En 12e position, vous pouvez avoir un tableau à l'entrée de votre site avec les inscriptions de chaque objectif pour que ce soit visible. Et ça, j'en parlais tantôt. Alors, la dernière chose que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la gestion des conflits et les problèmes de discipline. Il arrive parfois qu'il y ait des conflits entre vos employés. Comment est-ce que vous devez gérer les conflits? Donc, la première chose, c'est d'éviter d'avoir une partie prise. Quand vous êtes responsable, évitez d'avoir une partie prise. La deuxième chose, vous devez prendre le soin d'écouter les protagonistes, c'est-à-dire ceux qui sont en conflit, séparément, dans un premier temps, sans rien dire, sans faire de commentaires. Vous pouvez juste poser des questions pour en savoir davantage. La troisième chose, c'est que vous devez réunir les protagonistes pour que chaque partie expose sa plainte sans être interrompue en présence de témoins si possible. Voilà. Donc, à ce niveau-là,
quand vous les réunissez avec potentiellement des témoins et puis vous interdisez à l'un ou à l'autre d'interrompre l'autre lorsqu'il fait son plaidoyer. Voilà. En quatrième position, une fois que vous êtes parfaitement informé des deux côtés, vous pourrez juger et prendre la bonne décision de qui a raison, qui a tort. Voilà. Et la cinquième chose, si vous avez un parti pris dès le départ, vous risquez de perdre toute crédibilité aux yeux de vos employés. Donc, évitez d'avoir un parti pris pour perdre votre crédibilité aux yeux de vos employés. Et si vous perdez votre crédibilité aux yeux de vos employés, qui voient que vous avez des partis pris pour certaines personnes en particulier, alors ça peut les démotiver et ça peut faire qu'ils ne vont pas travailler comme il se doit. Alors, nous voici déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer sur notre email VIP qui est alors support VIP le guide de l'entrepreneur.com et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. À tout à l'heure pour le prochain module. Ciao, ciao.